Hello, je crois qu'on est en live. Bonjour. Bonjour tout le monde, Bonjour. Hello. comment ça va? En pleine forme, merci. Et À vous? fond. Super, on a déjà des gens qui sont là dans le chat. On a 24 participants connectés pour l'instant. Salut Arnaud, Natacha, Laurane, bonjour à tous. Salut Priscilla, Théo, Raphaël. On va attendre quelques petites minutes, histoire d'être sûr qu'on a tout le monde qui arrive à se connecter en temps et en heure sur le webinar. Et ensuite, on va commencer sur le topic du e-commerce et du headless. Donc voilà. Nous sommes TweetPix, on accueille aujourd'hui Front Commerce. Pour ceux qui seraient novices de la plateforme qu'on utilise, Livestorm, vous avez un chat normalement sur la droite. Vous avez des petits onglets dans lesquels vous pouvez poser des questions. Donc idéalement, pour que ce soit plus simple pour tout le monde, essayez de poser vos questions dans l'onglet questions. Si elles se perdent dans le chat, on essaiera de les récupérer quand même, mais on garantit rien. Il y a même un petit onglet sondage, donc voilà, qui, comme son nom l'indique, permet de faire des sondages. On va vérifier que ça marche bien en publiant un premier sondage, histoire de voir un peu la température, savoir comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à la thématique headless. L'idée, c'est juste de savoir si on s'adresse à des gens qui connaissent un peu le topic ou qui sont plutôt là pour découvrir. Et en même temps, de vérifier que la feature fonctionne bien, parce que nous aussi, on débute avec Livestorm. Ok, cool, on voit la réponse en temps réel, super. Très bien, on est 31 participants, 32. On attend encore 2 petites minutes et ensuite, je pense qu'on va pouvoir se lancer sans plus attendre. J'ai envoyé un second sondage pour savoir si l'audience, elle est plutôt technique, développeur, CTO aujourd'hui, ou est-ce qu'on parle plutôt à des métiers, des gens qui sont plus proches du fonctionnel, ou peut-être que vous êtes les deux, mon capitaine. Alors, on vous a quand même mis la case correspondante, histoire que personne ne soit oublié. Super, bon, ça marche bien le sondage, top. All right. Bonjour Kevin, Elise, Morgane, les dernières arrivées. Super, je vous propose de commencer. Je pense qu'on a pas mal de monde qui est déjà là. On va pas perdre plus de temps. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, on est là pour parler de la thématique du headless dans le secteur du e-commerce. On espère vous apporter des réponses sur comment apporter de l'agilité dans vos développements e-commerce grâce justement à cette nouvelle approche. Aujourd'hui, les problématiques que connaissent le marché et le marché du e-commerce, marché qui est en très grande croissance, il est confronté à toujours plus de challenges pour proposer des expériences nouvelles à ses utilisateurs, donc aux acheteurs, en fait, des expériences d'achat plus abouties, puisqu'aujourd'hui, lorsqu'on fait un site e-commerce, on est en compétition directement avec des applications mobiles qui proposent des expériences utilisateurs vachement plus abouties. Donc, on est obligé de s'appuyer sur des solutions modernes pour atteindre la même performance, la même qualité pour les utilisateurs, mais aussi des solutions qui permettent en interne de développer plus vite, d'avoir un time to market réduit, afin de tout simplement être de pair avec la concurrence. Aujourd'hui, le headless semble être l'approche qui répond à ces problématiques, et nous, chez TweetPix, on a décidé d'inviter Front Commerce, qui sont les experts du front et du headless, pour répondre à nos problématiques. Je vais vous faire un petit tour de table, si vous voulez bien vous présenter. Yes, Demain. avec plaisir. Tu vas Ouais, donc Christian Lelédier, j'ai le plaisir d'être en charge des partenariats moi, au sein de Front Commerce. Nos partenaires sont des agences en fait qui intègrent la solution Front Commerce. Et Josquin, enchanté. Donc, je suis product manager chez Front Commerce. Donc, je suis garant de la roadmap et des choix produits sur Front Commerce. Donc, j'ai une petite appétence tech, mais je ne suis pas tech. En revanche, je vois dans les participants des membres de l'équipe. Si jamais vous êtes curieux, que vous avez des questions, ils pourront peut-être vous répondre dans le chat.
Et pour revenir sur le sondage, j'ai vu qu'il y avait une majorité de gens qui soit ne connaissaient pas, soit connaissaient mais ne pratiquaient pas. L'objectif, c'est que vous ressortiez de là en disant que vous connaissez et que bientôt vous allez pratiquer. Et Florent Super. Bourgeois, donc je suis le CEO de TwigPix. Pour ceux qui ne connaissent pas TwigPix, c'est une solution SaaS qui permet d'automatiser l'optimisation des médias, images et vidéos pour le web. On est ravis d'accueillir aujourd'hui Front Commerce pour évoquer ce sujet-là dont on parle de plus en plus, le headless, avec cet angle un peu plus spécifique là, du e-commerce. Le headless, ce n'est pas un sujet nouveau, mais nous, de notre côté, on observe un intérêt tout particulier en ce moment pour ce type d'architecture. Et c'est pour ça qu'on est très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui, Josquin et Christian, pour nous évoquer tous ces sujets. Super, merci pour votre présentation. Et puis, je conclue quand même en me présentant. Moi, c'est Laurent, du coup, je suis développeur advocate chez TwigPix et j'aurai l'honneur d'animer ce webinaire. Sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, l'agenda se découpera en 3 parties. Dans un premier temps, on va essayer de vous expliquer qu'est-ce que le headless e-commerce pour que vous compreniez un peu les tenants et les aboutissants de l'approche. Dans un deuxième temps, on verra vous expliquer les avantages que cette approche peut vous apporter pour votre business ou pour vos équipes de développeurs en interne. Et enfin, dans un troisième temps, bien évidemment, on s'appuiera sur des use cases pour démontrer un peu d'une manière plus héroïste ce que cela peut vous apporter en s'appuyant sur des exemples de nos clients. Alors, qu'est-ce que le headless e-commerce? Si comme moi, vous avez pu voir quelques petites blagues, quelques petites boutades de Front Commerce sur LinkedIn avec des statuts à qui manquaient des têtes ou des photos d'illusions plus ou moins bien réalisées, il faut savoir que derrière cette touche d'humour, il y a quand même un sujet hyper sérieux et des thématiques d'actualité, des challenges, en fait, comme on en parlait, qui concernent tout le monde du web aujourd'hui. Et je suis content d'avoir, je suis content de vous avoir avec nous aujourd'hui pour répondre à ces questions. Donc, sans plus attendre, Christian, si tu veux bien commencer peut-être et me lancer et m'expliquer sur qu'est-ce que le headless commerce? Oui, avec plaisir. Merci pour l'invitation. Et donc, l'idée, c'est de démystifier un peu ce sujet qui est souvent pris en fait par la partie tech, parce que c'est effectivement lié à une architecture informatique. Pour faire simple, headless veut littéralement dire sans tête. Donc, le terme n'est pas forcément très bien choisi d'ailleurs, mais le sujet est bien celui-là. Il s'agit en fait de dissocier la tête du corps, ce qui était quelque chose qui n'était pas possible auparavant. On oppose souvent des solutions monolithes à des solutions dites headless. Qu'est-ce qu'une solution monolithe? C'est qu'en fait, la tête est complètement imbriquée dans le corps et que en fait, la tête était d'ailleurs générée par le corps. C'est-à-dire que quand on parle du corps, on parle du back-end. Dans des plateformes e-commerce, vous avez cette partie back-end qui est administrée en interne avec vos partenaires agences. Et puis, vous avez cette partie front-end qui est en fait la seule partie visible par les consommateurs, les cyberacheteurs. Cette partie front-end peut aujourd'hui être dissociée du back. Donc, on peut littéralement dissocier le front-end, le site internet marchand, de son back-end, tout ce qui va en fait permettre de gérer le contenu, les produits, le catalogue, etc. Tout ce qui ne sera pas visible et qui va envoyer de l'information qui va être présentée dans le front. Donc, les intérêts sont multiples. On le verra en poursuivant cette présentation. Mais voilà, ce qu'il faut retenir en fait sur le terme headless, c'est qu'on va dissocier le corps de la tête et qu'on va pouvoir donc agir sur chacun des sujets indépendamment de l'autre et qu'on va pouvoir, pourquoi pas, avoir des technologies différentes sur la partie front et sur la partie back. C'est vraiment le principe du headless, donc de couper la tête pour qu'elle ne soit plus vissée au corps et qu'à la limite, on puisse choisir une nouvelle tête et la positionner sur ce corps qui reste identique. Et c'est ainsi qu'est apparu en fait un nouveau marché dans le cadre des solutions e-commerce, le marché du front-end as a service, dans lequel s'inscrit
la solution Front Commerce. À l'écran, vous avez en fait un premier slide qui illustre le sujet. Alors souvent, il y a une information qui n'est pas réellement mise en avant sur ce marché, sur le sujet du headless. Et on a le sentiment que pour faire du headless, il est nécessaire de changer son corps pour choisir une solution dite headless en CMS, donc un outil de gestion du contenu, où voilà, on est souvent en fait sensibilisé au sujet du back-end pour le headless, alors qu'en réalité, il est possible de faire ce qu'on appelle du headless sans toucher au back-end, en coupant la tête, donc en enlevant le front-end qui lui est intimement connecté au back, on l'enlève pour ajouter un front-end qui lui est agnostique du back-end. Et c'est une première façon de passer au headless. C'était d'ailleurs la première façon qui est apparue dans les années 2010. Et certains intitulent cette approche l'approche hybride. Donc en fait, à l'écran, vous avez quelques solutions qui s'inscrivaient plutôt dans l'architecture, on va dire, monolithe, même si certaines d'entre elles veulent aller vers du headless en intégrant ce qu'on appelle des fonctionnalités API. Pour autant, elles ne sont pas headless natives en termes de back-end. Eh bien, il est possible aujourd'hui de s'inscrire dans le monde du headless en coupant la tête de votre solution monolithe pour la remplacer par un front-end qui, lui, est prêt pour le headless et va vous permettre de rentrer dans ce monde sans pour autant faire un replatforming complet de votre solution, comme on a pu le connaître dans les années antérieures, avec des cycles classiques de changement de plateforme tous les 3 à 5 ans. Donc à l'écran, vous avez un exemple d'architecture avec un front-end headless, tout en conservant son back-end dit monolithe. Ensuite, à partir des années, on va dire 2015, et c'est le slide suivant, on a vu apparaître des solutions de plateforme e-commerce ou de CMS dites headless natives. En fait, ce sont des solutions qui vont proposer des briques de fonctionnalités qui vont pouvoir communiquer entre elles grâce à la technologie des API. Et en choisissant une solution dite headless également pour le back-end, on va faciliter en fait la possibilité de connecter de nouveaux services beaucoup plus rapidement et beaucoup plus ciblés par rapport à sa cible de consommateur en ligne. Pour l'exemple, on peut très bien retenir une solution de e-commerce dite headless avec peut-être un système de search intégré. Mais si ce système de search ne nous satisfait pas, eh bien on le déconnecte et on le remplace par une brique dite best of breed d'un acteur du search sur le marché. Cette intégration va être bien plus simple que dans l'ancien monde dit du monolithe. Voilà l'approche dite headless. Et à nouveau, ces deux temps, en fait, dans cette évolution naturelle des solutions e-commerce. Donc, je rappelle la possibilité de passer en headless juste en changeant le front-end et également donc, la possibilité sur un périmètre plus élargi en changeant à la fois le back et le front. Donc, des alternatives différentes pour profiter des bénéfices offerts à la fois aux e-commerçants, aux développeurs également et aux consommateurs en ligne avec cette approche dite headless. Ok. Donc, okay. À l'exemple, vous avez un exemple de solution back-end headless native qui est BigCommerce. Il y en a d'autres. On peut citer Shopify, Commerce Tools, Silius par exemple. Voilà, donc on voit ce nouveau marché arriver depuis les années 2015 environ. Ok, ça marche. Merci Christian pour ces éclairages sur le headless. Et du coup, toi, Florent, côté TwitPix, c'est quoi un peu le constat par rapport à cette adoption du headless? Écoute, comme je le disais en intro, moi, ce qu'on constate, c'est que clairement, il y a un intérêt tout particulier là en ce moment pour ce type d'architecture. Et d'ailleurs, on le vérifie là sur ce graphe de Google Trend. Personnellement, je pense que c'est, en tout cas, là, on parle de trend, mais je pense que c'est plus qu'un effet de mode. Je pense que c'est une évolution qui est complètement logique. Et je pense que c'est en particulier dû au fait que l'écosystème technique, aujourd'hui, a atteint une espèce une certaine forme de maturité qui permet de répondre à énormément de problématiques rencontrées par les e-commerçants.
Sur cette maturité technique, je pense notamment à la maturité des frameworks JS comme React, Vue et Svelte qui permettent de faire aujourd'hui des choses côté front-end qu'on ne pouvait pas faire spécialement avant. Je pense aussi à tout, comme tu le disais là, Christian, à tous ces CMS et ces plateformes e-commerce modernes qui proposent aujourd'hui nativement une approche headless. Et au fait aussi qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir des solutions comme Front Commerce qui permettent en fait d'opérer ce virage sans douleur, tout en étant guidé pour respecter les bonnes pratiques. Et je pense que finalement, c'est ça la clé. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a ce trend et c'est ça qui permet aux acteurs de peut-être franchir le pas plus facilement parce qu'ils sont dans un contexte où c'est un peu plus rassurant d'évoluer dans un écosystème comme celui-là. Donc, voilà, en gros, ce que moi, je dirais sur ce sujet-là. Ok, ça marche, super. Je pense que c'est un peu plus clair pour avoir la big picture sur le contexte aujourd'hui par rapport au headless. Et en fait, voilà, on a cette quote qui est extraite directement du rapport de Garnier, en fait, qui, pour moi, résume un peu ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire que les challenges aujourd'hui auxquels font face les sites en termes de modularisation, d'environnements qui sont nativement dans le cloud et des expériences en fait qui vont être multicanal, multi-device, etc. Elles les obligent à avoir une approche composable parce que les outils se multiplient en plus pour répondre à ces problématiques-là. Et on veut plus rester bloqué, comme Christian le disait, dans un modèle monolithique. On a envie de pouvoir bénéficier en fait de tout ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur le marché. Et c'est d'ailleurs, c'est clairement ce que dit ce rapport que vous pourrez d'ailleurs retrouver en téléchargeant la présentation. Vous aurez le lien directement dans la presse. Donc voilà, n'hésitez pas après le webinaire à la télécharger. Et en fait, le constat qu'on en ressort, c'est vraiment que le headless commerce, c'est un accélérateur pour le commerce composable et le KPI le plus parlant, c'est un time to market qui est amélioré de 80%. Super. Merci à. Ouais. En fait, non, je vais juste ajouter que pour rebondir sur ce sujet-là, le headless est littéralement au service du commerce composable. Le commerce composable, c'est la possibilité d'agir avec agilité en fait sur son front-end et les expériences qu'on va faire vivre à ses clients. Donc, on va composer les services qu'on leur offre en fonction de briques techno. Donc voilà, plutôt que le headless, on va vraiment être au service du commerce composable. Et quand on parle de time to market, en fait, l'un des premiers sites à être passé au headless, c'est un site que tout le monde connaît qui s'appelle Amazon. Et il y a une phrase, un verbatim de Tom Litchford, qui est responsable du développement commercial mondial chez AWS, qui dit « L'entreprise peut changer son site web à chaque seconde de la journée ». Ça illustre bien en fait la capacité d'amener de l'agilité en fait aux équipes métiers pour intervenir sur le front. Et c'est l'un des bénéfices majeurs aussi du headless, c'est ce time to market rendu aux équipes métiers. Et c'est ce dont on a besoin aujourd'hui quand on voit les changements des comportements d'acheteurs et des critères d'achat sur les 3 dernières années. Ils sont en attente de nouvelles expériences, ils sont en attente d'une capacité d'adaptation de leur marque préférée. Donc, cette techno est au service de cette attente consommateur, en fait. Ok, top. Merci pour la petite précision, Christian. Et je rappelle que si jamais ce n'est pas clair pour tout le monde, s'il y a le moindre doute sur un des topics qu'on vient d'aborder, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou dans l'onglet questions, de manière à ce qu'on puisse l'adresser en fin de présentation et qu'on laisse personne dans le flou, quoi. Nous, on suit le fil qu'on avait prévu pour la discussion, mais bien évidemment, si vous avez besoin d'avoir des précisions sur un sujet, n'hésitez pas pour qu'on puisse y attarder un peu plus. Du coup, on continue. Maintenant qu'on a un peu cerné ce qui relève des généralités par rapport au headless, moi, j'aimerais bien comprendre un peu plus de manière technique et de manière concrète, en fait, les avantages d'un front-end headless. Comment est-ce que ça marche? Josquin?
Oui, avec plaisir. Alors, avant d'expliquer le comment, je voulais revenir un peu sur la vision technique. Donc, ça n'a pas duré très longtemps. Pour ceux qui n'aiment pas trop la tech, ne vous inquiétez pas. Mais pour ceux qui aiment, vous allez pouvoir en avoir pour votre argent. Donc, comme a pu l'expliquer Christian, avec un front-end headless / moderne, on peut l'appeler comme on veut, l'objectif, c'est de dissocier le front du back. Et donc, l'idée, c'est que ce qu'on appelle front-end, c'est la partie qui est tout en haut, qui est une PWA, en l'occurrence en React pour ce qui est de front commerce. Mais front commerce a aussi un back-end qui va permettre, via une couche intermédiaire d'API GraphQL, d'aller se connecter aux API d'autres systèmes. Et c'est donc là qu'on va pouvoir avoir ce qu'on appelle le composable commerce. Donc, toutes les petites briques que vous voyez en bas, on peut imaginer toutes les solutions du marché qui font toutes ces choses-là et qui le font extrêmement bien. Et nous, on n'a absolument pas la vocation à le faire de la même manière qu'eux. Pour les CMS, on va pouvoir citer WordPress ou Prismic. Pour le e-commerce et les plateformes e-commerce, on a cité Magento, BigCommerce, Shopify, il y en a énormément. Pour les solutions de PIM, on va pouvoir imaginer Akeneo. Je crois qu'il y a des gens d'Akeneo d'ailleurs qui sont présents. Donc, c'est en fait via cette architecture-là qu'on va pouvoir vraiment dissocier le front du back et avec des mécanismes d'optimisation de cache, on va vraiment permettre à l'utilisateur qui, lui, est vraiment devant le front, c'est ce qu'il voit, lui en tout cas, ça va lui permettre d'avoir une expérience complètement améliorée. Et pour ce qui est des services externes, on peut aussi imaginer de les intégrer directement via la couche intermédiaire d'API GraphQL. Et donc API, ça veut dire, et j'espère ne pas dire de bêtises parce que j'utilise toujours le mot API, mais Application Platform Interface. Donc c'est une technologie qui va permettre de pouvoir exposer les données d'un système informatique et d'aller les récupérer de manière sécurisée via un système de token. D'où la petite couche connexion API sécurisée. Voilà, donc c'était juste pour la partie technique, un peu vous expliquer ce qu'il y a derrière. On pourrait aller encore plus dans le détail, mais ça va être la limite de l'exercice pour moi au bout d'un moment. Ça, ça marche. Merci Josquin. C'est bien d'avoir en vérité, même pour les moins techniques, tu vois, d'avoir un peu le dive dans comment est-ce que tout ça s'architecture et tu vas pouvoir mettre des noms de marques ou de produits un peu sur les différentes briques. Ça permet de voir un peu la meilleure, enfin l'image en fait globale de comment les technologies s'imbriquent entre elles. Et du coup, bah, moi, la question qui vient, c'est du coup, TwigPix, on est où nous dans cette petite, dans cette brique-là, tu vois? Écoute, chez nous, Laurent, c'est finalement très comparable. Du coup, d'ailleurs, on a fait l'exercice de se positionner sur le même schéma. Même principe, sauf que la data chez nous, c'est l'image ou la vidéo. Cette data peut provenir d'une ou plusieurs sources, donc un CMS, un PIM, un DAM, un bucket cloud, un storage, quel qu'il soit. Donc un Akeneo aussi quand on est côté PIM, pour aller chercher les images. TwigPix va aussi disposer de connecteurs, du coup, pour s'interfacer finalement sur ces différentes sources. Et ensuite, pour faire court, le but, c'est d'automatiser tous les traitements en temps réel par le biais d'une API et de composants pour React, Vue, Angular, Svelte, qui vont permettre de délivrer finalement les images côté front-end. Je parle de framework, on pourrait aussi parler de framework plus haut niveau. On va être compatible aussi avec des Nuxt, des Next, des Gatsby ou ce genre de framework un peu plus haut niveau. Donc voilà, je ne rentre pas plus dans le détail, mais c'est simplement pour montrer que finalement le côté universel est tellement logique finalement de cette approche modulaire et de ce que ça apporte sur le marché. Donc voilà. Ok. Ouais, en fait, tu me dis si je dis n'importe quoi, mais en fait, dans cette approche un peu modulaire et composable, TwigPix, ça pourrait être genre la brique image de ton site e-commerce, par exemple. C'est exactement ça. Si on prend un peu le Ok. schéma que présentait Christian tout à l'heure, exactement. TwigPix, c'est la brique image qu'on peut plugger et qui va jouer ce rôle d'assurer la best practice pour la diffusion des médias sur le site web. Ok.
Bah, super. Pour moi, c'est vachement plus clair du coup, l'ensemble de cette approche et comment est-ce que les différentes librairies, les différentes technos s'imbriquent en fait dans l'approche headless pour construire un site e-commerce. Maintenant, je pense que la question qui intéresse beaucoup nos participants, c'est pourquoi est-ce qu'on ferait ça en fait? Qu'est-ce qu'on a, à gagner? Et peut-être que toi, Florent, tu pourrais nous dire un peu quels sont les pains déjà auxquels on cherche à résoudre aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on veut faire du headless en fait? Ouais, bah, écoute, effectivement, c'est intéressant. Moi, ce que je peux te dire, c'est ce que les clients nous disent et puis du coup, on peut essayer de se faire un ping-pong un peu avec, Front Commerce pour, sur les différents items là qui sont exposés. Bah, donc si on parle de perf, bon, clairement, nous, on nous appelle souvent pour nous dire: «Bon voilà, mon site, il est lent». Et il y a un truc qui est intéressant, je pense, qui est lié au e-commerce en général, mais au headless en particulier. C'est souvent quand on voit un client qui est sur un monolithe, il nous dit, «Mon site, il est lent, je vois d'où vient le problème, je vois où ça coince, mais j'ai pas la main, pour modifier ce truc-là dans mon monolithe». D'autant que la perf, et tu me diras Josquin, mais la perf aujourd'hui, c'est de plus en plus un sujet front, et que c'est rarement une spécialité des plateformes e-commerce un peu dites monolithiques. C'est rarement une spécialité, quoi. Ouais, alors c'est sûr que ça va être un irritant côté client parce que on va avoir la sensation que ça charge pas. Donc moi, je suis en train d'acheter un produit pour un peu que ce soit un produit un peu voilà un peu cher ou alors juste un produit où je suis en train de faire un achat impulsif. Si ma connexion elle est pas incroyable ou en tout cas pardon que la performance du site est pas incroyable, je vais peut-être abandonner et donc c'est une vente en moins. Donc en effet, il y a un irritant là-dessus et pour rebondir sur ce que tu disais. Euh, sur les solutions, on va dire, historiques du marché, en effet, elles n'ont pas forcément fait du front leur cheval de bataille. Et maintenant, on a carrément un choix qui peut être complètement différent, de se dire que les solutions mettent à disposition un front qui est le plus simple possible, avec déjà cette approche de se dire, en fait, on ne veut pas être les meilleurs sur le front, donc on l'ouvre à d'autres solutions qui vont, elles, vouloir se positionner sur ce marché-là. En tout cas, au niveau de la perf, c'est sûr qu'avoir un front qui est léger, qui est moderne, qui va utiliser des microservices, et c'est donc ce qu'on fait dans l'approche headless, on va utiliser vraiment les API des connecteurs et des solutions avec lesquelles on s'interface, rajouter par là-dessus des mécanismes de gestion de cache et d'optimisation du cache, ça va naturellement améliorer l'expérience front et donc l'expérience tout court des utilisateurs, même avec une connexion réduite. Donc c'est vraiment, si on se met à la place du client, je suis dans mon bus qui m'emmène à la campagne, même avec une connexion 3G+, j'arriverai quand même à faire des choses, quoi. Donc c'est l'objectif. Ouais, moi, juste pour rebondir sur ce sujet-là, on a 95% des décisions d'achat en ligne qui sont liées à des émotions. Donc, nous, on prend le parti, avec notre solution de front-end, d'offrir des fondations qui vont garantir la capacité d'accueillir plus de contenu, des nouveaux canaux pour personnaliser en fait les actions marketing par rapport aux canaux. Donc, on est dans l'omnicanalité. Tout ce qui va en fait éviter de générer des frictions, des frustrations pour garantir ces émotions positives qui sont directement liées à la performance en termes de vitesse d'affichage et de navigation dans le site, quel que soit effectivement le canal et une reprise de mon funnel sur un autre canal ensuite, ou une connexion qui n'est pas en full 5G, pour éviter toutes ces frictions, toutes ces frustrations qui vont impacter directement le taux de conversion. Et on n'a pas parlé de l'aspect mobile, mais généralement sur ces technos de front-end modernes, c'est ce qu'on appelle du mobile first. On va avoir une garantie de fluidité, donc notamment sur mobile. On voit qu'on a de plus en plus d'achats sur mobile, alors que les achats sur desktop, je ne parle pas du taux de conversion, mais en termes de points d'achat, on voit bien que ça augmente sur mobile. Ok, donc ça c'est ce qui englobe un peu la performance, tout l'axe performance du coup. Au sens large, ouais, j'ai envie de dire. Ouais. Après, oui, on a la partie web perf avec l'optimisation du SEO, etc., avec une solution de front-end dite moderne également. Mais voilà, effectivement, il faut retenir que le front-end est
au service de la performance plus que n'a pu l'être des solutions monolithiques. Ouais, si on relâche une stat comme ça aussi, aujourd'hui, ce qu'on dit à peu près sur le marché, là, c'est qu'une seconde de délai sur un site, c'est 7% de conversion en moins. Donc voilà, c'est pas applicable à tout le monde, mais sur le e-com, c'est quand même un marqueur qu'il faut avoir en tête, quoi. Je pense que ça résume bien effectivement tout ce qui vient d'être dit et l'importance capitale de la performance sur un site e-commerce. Moi, le deuxième point qui m'intéresse beaucoup et qui m'intéresse personnellement, c'est celui de l'expérience développeur. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus? Josquin, je ne sais pas si tu veux y aller. Ouais, bien sûr, je peux y aller. Le pain point qu'on peut citer là, c'est que sur des technologies qu'on appelle monolithiques, on va dire, c'est des technos qui vont pas forcément être les plus à la pointe du marché. Donc, on va avoir des développeurs qui sont pas forcément épanouis et qui potentiellement peuvent s'ennuyer dans ces technos-là, alors que en utilisant des solutions modernes, on va retrouver un petit peu d'envie de faire du beau code avec de la qualité qui est aussi au rendez-vous, puisqu'on va chercher à mettre l'accent là-dessus. Donc, ça permet de sortir de ce carcan-là et d'avoir plus d'engagement. Donc, je ne sais pas s'il y a des personnes dans l'assistance qui se retrouvent dans ce que je dis, mais l'objectif, c'est vraiment d'être à la pointe de la modernité pour continuer, et même d'un point de vue marché, d'être à la pointe de la modernité, d'avoir envie de continuer à coder dans des langages modernes. En l'occurrence, on est sur du React ici. Je souscris à 100%. Je rajouterai un truc aussi, c'est plus d'un point de vue high level, c'est la capacité avec le headless de pouvoir découpler d'un point de vue organisationnel dev front et dev back. C'est deux métiers complètement différents et le headless, par essence, va permettre d'avoir une scission claire des choses et d'aller chercher les devs pour leur spécificité et leur capacité à aller gérer des sujets qui sont complètement différents. Donc, ça permet d'être beaucoup plus clair et beaucoup plus agile de ce côté-là aussi, quoi. Ouais, je rajouterais aussi que le marché du recrutement de développeurs aujourd'hui est assez tendu. Leur proposer des technos sur lesquels ils aiment travailler, que ce soit un plaisir. Et puis si en plus on est sur une techno qui va intégrer dans ses fondations des choses qui ne seront pas à réinventer par les développeurs et qui vont leur permettre de se reconcentrer sur là où ils vont amener de la valeur ajoutée et ce qu'ils aiment faire, déjà il va se passer quelque chose. Je reviens aux émotions positives. Mais surtout, ça peut aussi rapprocher les équipes métiers du dev. Nous, on a eu des exemples où par exemple, on allait avoir des équipes métiers qui vont nous dire moi, sur mon front-end Magento en PHP, j'aimerais modifier l'endroit où se trouve le panier pour voir ce qui se passe. Je voudrais le mettre en bas à gauche. Et quand la demande est formulée auprès de l'équipe dev qui porte littéralement le e-commerce, déjà, ça va leur prendre environ 4 jours. Ils ne vont pas avoir tellement envie de le faire. Ouais, je crois que je rejoins ce que dit Anthony dans le chat. Quel enfer. Et d'ailleurs, ça fait une belle transition sur le sujet d'après, parce que du coup, la personnalisation, on y est là-dedans, typiquement. Ça, typiquement, ce que tu viens de dire, Christian, en termes de personnalisation, c'est le truc le pire et le truc que tout le monde reconnaît, c'est tu as l'équipe marketing qui vient, qui dit moi, je voudrais faire ça, et on te rétorque ouais, mais ça va pas être possible. Et alors, ça va pas être possible, il y a plein de raisons. Mais du coup, ça le sera, mais dans 4 mois. Voilà, du coup, il faut qu'on décale pas mal de trucs. Moi, je te cite le florilège de ce qu'on a eu ces derniers temps, mais c'était c'est pas possible parce qu'il y a notre page builder qui sait pas faire ça. C'est pas possible parce que figure-toi que c'est possible dans la nouvelle version de Magento, mais on est loqué dans 3 versions avant parce qu'on a customisé notre front et que la mise à jour, on peut pas la faire. Et du coup, voilà. Je crois que là, on est dans des problématiques que beaucoup de gens ont et déjà. À contrario, c'est ça. Et à contrario, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, l'aspect composable, ceux qui sont passés côté headless, typiquement, ils ont leur source de données potentiellement dans leur CMS,
et ils gardent leur front, ils ont leur source de données côté e-commerce qui est dans leur plateforme e-commerce et tout ça est mutualisé sur leur front et tout ça est possible et on peut avoir plusieurs sources de données, donc c'est plutôt cool. Je sais pas ce que tu en penses, Josquin, toi de ton côté. Ouais, non, mais c'est exactement, c'est tout ce que vous venez de dire, hein, c'est exactement l'avantage qu'on va avoir là, c'est que vu qu'on est sur une approche composable, on va pouvoir aller chercher des solutions qui font tout ce qu'on veut et pouvoir donner, si on reprend mon focus sur la partie personnalisation, donner la main à n'importe quelle équipe pour modifier ce qui se passe en front. Si on arrive à plugger le CMS qui va bien avec les fonctionnalités qui va bien, et c'est possible dans l'approche headless, si tant est que tout le monde est bien exposé niveau API, on pourra le faire. S'il faut modifier directement dans le code, on pourra le faire assez facilement aussi, puisqu'on aura un template qu'on peut complètement adapter même en rentrant dans le code. Donc, c'est beaucoup plus souple, quoi qu'il en soit. Et du coup, si je continue, la partie UX et responsive qui peut se rapprocher de la personnalisation, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais en faisant ce découplage du front sur le front headless, on va avoir un standard PWA, donc ça veut dire Progressive Web App, et ça permet en fait d'avoir, je sais pas comment le dire simplement, mais d'avoir pour l'utilisateur une navigation notamment en mobile ou quel que soit en fait son device qui est vraiment responsive by design. Donc en gros, on n'est pas obligé de maintenir une application et un site en desktop. C'est déjà d'office responsive et ça permet d'avoir beaucoup plus de fluidité, d'accéder vraiment aux fonctionnalités du mobile. Donc l'enjeu mobile, il est aussi traité grâce à ça. On peut même imaginer je parlais de device, mais d'utiliser ce front-là et de le mettre sur des tablettes en magasin ou sur des bornes en magasin. Donc c'est vraiment, il y a énormément d'use cases qui peuvent être traités grâce à ce standard-là. Et donc indirectement, pardon, vas-y, Florent. Non, mais ouais, complètement. Mais c'est vrai qu'il y a aussi ça, je rebondis sur ce que tu dis, mais aujourd'hui, l'approche headless, pour reprendre un peu de hauteur aussi, ça permet d'avoir plusieurs frontaux, tout en conservant la même base. Ce même core, ce même back-end va permettre de déployer plusieurs frontaux. Et ça, il y a énormément de use cases. Et plus le client est grand, plus le use case peut être important. C'est-à-dire, nous, on voit passer des cas où on a des localisations différentes, donc où les frontaux sont donnés à chaque localisation potentiellement, mais en gardant cette base commune. On peut avoir du multimarque, mais du multimarque avec une identité visuelle complètement différente par marque, mais avec le même back-end. Oui. On peut même après pousser, on peut imaginer aussi qu'on ait même d'autres frontaux qui peuvent aller jusqu'à l'assistant vocal, par exemple. Tout est open, on garde le même back-end et voilà. Ouais. Finalement, avec ce que vous dites là, je trouve que ça fait un peu la boucle avec ce que tu disais initialement, Florent, que c'était la suite logique des choses, en fait. Après avoir découplé un peu notre architecture en microservices, c'était naturel que ce découplage arrive jusqu'au front-end. Et aujourd'hui, on voit tous les bénéfices que ça peut apporter à une stack e-commerce. Et je pense que ceux qui sont bloqués sur toutes les stacks historiques dont vous parliez précédemment, ils doivent commencer à ressentir un peu de jalousie, se dire, OK, comment est-ce qu'on fait quand on n'est pas encore là, qu'on est sur un Magento historique, on est sur une vieille stack dans laquelle qu'on doit continuer à maintenir parce que notre business tourne là-dessus. Comment est-ce qu'on fait pour aller vers le headless demain? Josquin, toi, tu as peut-être des billes? Oui, complètement. L'idée, c'est que justement, on peut y aller de manière progressive. Donc, c'est ce qu'on appelle migration progressive et c'est ce qu'on nous, on pousse en tout cas. Donc, l'idée, c'est si je pars de mon état existant, donc je suis sur un monolithe. Donc là, on est sur l'exemple de Magento. La première phase, ça va être de passer sur un standard avec un front moderne. Donc, c'est la partie PWA qu'on cite là. Donc, déjà, ça va permettre de gagner dans une étape qui est assez rapide. Donc, on estime qu'en 4 mois, c'est possible. On va pouvoir déjà avoir un front qui est beaucoup plus moderne. On peut, pourquoi pas, faire une refonte graphique à ce moment-là ou pas. Ça peut rallonger le temps de développement, mais peu importe. Donc, en 4 mois, déjà, on peut avoir une première étape. Ensuite, on peut se dire, bon, là, c'est bien, j'ai ma PWA, mais j'ai pas assez de personnalisation. Donc, je prends un peu de temps aussi pour plugger un CMS. Je forme mes équipes à ce nouveau CMS. Donc là, on a pris l'exemple de WordPress. Donc là, je suis maintenant sur une stack où j'ai toujours mon Magento initial. J'ai rien changé là-dessus. Mes équipes qui gèrent le service client, j'ai pas été obligé de les former au nouvel outil puisque c'est le même outil pour le moment. Donc, j'ai mis en place mon nouveau CMS qui me permet de créer mon contenu qui va être délivré dans la PWA en phase 2. Ça, je l'ai fait en 8 mois.
on peut aller encore plus loin derrière parce qu'on se dit, bon, bah là, le site, il marche super bien, mais au niveau de la recherche, c'est pas top. Donc, on rajoute un Algolia qui, lui, est beaucoup plus, peut permettre d'aller chercher des fonctionnalités beaucoup plus poussées. Et donc, je vais pouvoir faire de la recherche basée sur l'intelligence artificielle, ce genre de choses. Voilà, donc en un an, en plusieurs étapes, déjà, j'ai réussi à vraiment transformer complètement mon site. Mais ma première étape, elle était déjà là au bout de 4 mois et je pouvais donc avoir des résultats déjà au bout de 4 mois. Et donc, on peut itérer de cette manière-là encore plus. Et là, du coup, on se retrouve, nous, avec des cas de clients. Donc, je ne sais pas si on voit le petit 1 sur les logos Magento au début, mais on peut passer de Magento 1 à Magento 2, par exemple, euh, à une étape avancée du processus, tout en gardant ce qu'on avait déjà fait sur WordPress ou Algolia, puisque la connexion est déjà faite et les API sont déjà existantes. Et tous les connecteurs existent pour passer sur une nouvelle plateforme. Donc, on peut passer de Magento 1 à Magento 2, à Shopify, à BigCommerce, à Silius. On peut imaginer tous les use cases possibles. Et ça se fait sur des boucles de temps qui sont réduites. Donc, c'est aussi l'avantage, c'est d'y aller vraiment de manière incrémentale. On parle depuis des années d'agilité, de test and learn, de faire les petits pas à l'incrémental. Bah, c'est exactement ça que démontre ce schéma-là. On met pas tout d'un coup, puisqu'on sait que pour une entreprise, une marque qui fait plusieurs millions de chiffres d'affaires en ligne, changer son bac historique qui est là depuis un certain nombre d'années, c'est pas uniquement un sujet informatique, c'est aussi un sujet humain de conduite du changement. Donc, ça permet de vraiment d'y aller par étapes et donc de gagner sur les KPI e-commerce sans pour autant affecter trop l'organisation de ma marque et de mon entreprise. Ouais, pour moi, juste il y a deux idées aussi en complément sur ce slide, ou en tout cas pour le formaliser différemment. La première, c'est qu'effectivement, on peut rentrer dans le monde du headless et donc obtenir cette flexibilité, cette agilité, juste en changeant la partie front et non pas en faisant un big bang complet. Donc, c'est une alternative, notamment pour certaines PME qui s'interrogent sur le coût de passage au headless. Et la deuxième, c'est qu'en fait, le headless change pas mal de choses en termes de mindset, on va dire, et notamment en termes de projet e-commerce, puisque c'est ce qui est illustré à l'écran. On va s'inscrire un peu dans une méthode agile, c'est-à-dire par étape, par projet. On va avoir un premier projet sur 3 mois qui consiste à changer le front. On va déjà obtenir des bénéfices en termes de taux de conversion, peut-être en termes de trafic également. Et puis ensuite, pourquoi pas changer effectivement le back, qui reste un gros sujet Magento 1, Magento 2, mais Magento 1 vers peut-être une plateforme e-commerce en back headless. Et puis peut-être le search, et puis peut-être la partie produit. Voilà, donc on va s'inscrire en fait dans des micro-projets, si je puis dire, de 3 à 5 mois, là où on était habitué à des gros projets de 18 à 24 mois tous les 3 à 5 ans. Ça, c'est également un changement induit par ces nouvelles technos et par le headless. Ok, ça marche. Super. Top. Je pense qu'on a fait un peu le tour là-dessus. Je pense que les gens, notre audience a une bonne compréhension maintenant. En tout cas, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous poser vos questions. On y arrive bientôt. On va juste vous présenter les use cases sur lesquels, enfin le use case sur lequel on a pu bosser, que ce soit du côté front commerce ou côté TwicPix, de manière à vous montrer un peu par l'exemple les promesses du headless, quoi. Et ensuite, on passera à vos questions. Je vais prendre la main du coup sur la première étape. Donc le use case en question, c'est Devialet. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Devialet, c'est une société française qui vend des enceintes haut de gamme. Donc c'est vraiment assez incroyable. Si vous avez eu l'occasion d'écouter le son de la Fantôme, c'est assez incroyable. Et en 2020, ils avaient un site qui était vraiment techniquement top, qui était sur Magento. Ils ont souhaité découpler back et front. L'objectif étant de gagner en perf, en agilité. Donc ils travaillent avec une agence qui s'appelle PH2M. On les salue d'ailleurs, je ne sais pas s'ils sont là aujourd'hui, mais on les salue. Et comment la petite citation le dit, leur objectif c'était vraiment d'avoir une meilleure UX, un design personnalisé et de répondre aux standards. Surtout qu'ils sont nés sur une marque haut de gamme qui donc souhaite et vend des produits haut de gamme dans plusieurs pays aussi. Donc ils avaient toutes ces problématiques-là. Et la performance, c'était aussi un enjeu pour eux, puisque quand on a un panier d'achat qui avoisine les 1 000 euros, on a envie d'avoir une expérience qui est assez irréprochable. Donc, c'était aussi l'objectif.
Mais on partait déjà d'un existant qui était déjà top sur Magento. Mhm. Et du coup, le projet, en quelques semaines, donc c'est le slide suivant, en Ouais. quelques semaines, en 16 semaines de mémoire, voilà, il a pu voir le jour. Donc c'est quand même un cycle assez court. Ils ont pu migrer de Magento 1 vers Magento 2 et passer sur une approche headless. Donc, ils sont vraiment orientés sur les choix tech, et les résultats ont été là puisque leur taux de conversion il a doublé. Ah oui. Plus 100%, ça fait x2. Et, ils ont une augmentation de trafic aussi naturelle puisque Google aime bien les PWA, Google aime bien la perf. Donc, naturellement, ça a permis d'avoir une augmentation de trafic. Voilà pour la première étape. Et le fait de passer sur un modèle headless, ça ouvre énormément de portes, puisque une fois qu'on a fait ça, on peut par exemple mettre une autre solution en place pour gérer les images. Que sais-je? Tiens, Mais Florent, tout est-ce à que tu fait. peux nous dire quelque chose là-dessus? Non, effectivement, du coup, quand on est dans cette architecture-là, intégrer TwigPix, c'est tellement simple que ce serait dommage de ne pas le faire. De ce côté-là, en gros, il a fallu une journée pour intégrer TwigPix. Et du coup, au résultat, c'était avoir des images pixel perfect, donc parfaitement croppées, parfaitement resizées en fonction du contexte utilisateur et du templating du site. Le lazy loading sur les images, du LQIP, donc ce qu'on appelle le Low Quality Image Placeholder, je vous laisserai aller voir sur le site pour voir le rendu, du format next-gen, de la compression adaptive en fonction de la bande passante et un CDN pour délivrer tout ça. En gros, la best practice sur la partie image, réglée en 24 heures, quoi. Voilà. Pas mal. Tu parles de développeur expérience, ça me parle comme promesse. Et justement, en fait, ça fait le lien avec cette dernière partie. C'est qu'aujourd'hui, notre slide, malheureusement, est un petit peu en retard. J'aurais dû la mettre à jour, c'est de ma faute. J'en prends la responsabilité. Dans la version 2.16 de Front Commerce, on a le connecteur avec TwigPix qui fait partie de la stack. Et donc, en fait, on a en one click la possibilité d'intégrer TwigPix. Donc, pour encore vous faciliter le travail. Et de Du coup, on passe de 24 heures à 1 minute, quoi. voilà. À 1 minute pour intégrer directement tous les best practices dont Florent vient de vous parler en termes d'optimisation d'image, de bénéficier de tout ça, en plus de toute la perf et tous les avantages que vous apporte une stack comme celle de Front Commerce. Je pense que c'est une belle façon de clôturer ce webinaire, en tout cas pour la présentation, avant de passer aux questions. Merci à tous les trois d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui, d'avoir éclairé, j'espère, notre audience sur le headless et comment est-ce que le headless peut bénéficier au secteur du e-commerce. Et sans plus attendre, on va passer aux questions. Alors, le temps que je retrouve ça. Ok, on en a une première. La première question est de Laurent et qui nous demande: avez-vous des exemples de migration progressive avec des clients? Ouais, on en a justement la stack qui était montrée. On a quasiment exactement la même, le passage de Magento 1 à Magento 2 sur un client qui s'appelle Caporal. Donc là, ils sont actuellement en train de migrer vers Magento 2 et ils vont en même temps changer de PSP, donc de Payment Service Provider. Donc c'est quelque chose qui est rendu possible grâce à ça. Et on a un autre client, Jérôme Dreyfus, qui a fait sa migration de Magento 1 à Magento 2 aussi, tout en conservant Front Commerce. Donc ça a été éprouvé et c'est rendu possible, et dans des temporalités similaires à celles qui étaient indiquées. En fait, le slide qu'on voyait sur la migration progressive, il est appuyé sur des faits réels, si j'ose dire. Donc on a déjà des exemples qui ont été éprouvés. Ok, ça marche, super. Merci Josquin. Je pense qu'effectivement, cette question était peut-être un peu plus orientée sur Front Commerce que TwigPix. On en a une deuxième, par contre, qui concernera et TwigPix et Front Commerce. Donc, on va commencer par TwigPix peut-être. On nous demande, est-ce que nos solutions, donc à savoir TwigPix et Front Commerce, sont-elles des solutions qui sont agnostiques techniquement?
Donc, côté TwigPix, clairement, c'est la base. Nous, on est agnostique by design, j'ai envie de dire, dans le sens où on va pouvoir se positionner au-dessus de n'importe quelle source d'image. Ce que j'appelle une source d'image, c'est un provider d'images, ce qu'on appelle nous master, des images sources, des images pleinement résolues, en super qualité, etc. Et on va pouvoir ensuite les délivrer automatiquement. Donc, on est vraiment agnostique en termes de storage. J'expliquais tout à l'heure rapidement dans l'archi, mais on peut se positionner au-dessus d'un Akeneo ou au-dessus d'un, pour prendre l'exemple à l'opposé, un disque dur sur un serveur en bare metal, quoi. Donc voilà. Et après, comme on est une solution front-end, on est aussi agnostique en termes de stack de développement. On va partir du JS natif jusqu'à, comme j'expliquais tout à l'heure, tous les frameworks JS du marché, que ce soit du Angular, du Svelte, du Vue, du React, tous ces frameworks côté front sont adressés pour faciliter la vie des devs. Ok, super. Moi, je pense que ça répond bien à la question. Et toi, de ton côté, Josquin ou Christian, d'ailleurs, par rapport à Front Commerce, comment est-ce que vous vous positionnez? Merci, Vas-y. Joseph. On est parfaitement agnostique, effectivement, des plateformes e-commerce, notamment parce qu'on embarque en fait cette couche d'exploitation des API dont on porte la responsabilité et qui nous permet de nous connecter sur d'autres technos et tout type de plateforme. Donc, côté techno, et puis aussi, on constate avec les agences avec lesquelles on travaille, on a cité 2 clients, donc Caporal, qui a été mis en place par notre partenaire Smile, et puis on a Jérôme Dreyfus, donc par une autre agence qui s'appelle Antadis. Donc en fait, on a des partenaires qui sont plutôt friands de, par exemple, de l'open source, et puis d'autres partenaires qui cherchent des solutions prêtes à l'emploi. Donc on voit bien qu'on sert en fait ces 2 types de positionnement. Donc effectivement, c'est bien le cas, et c'est toute l'idée du front-end as a service, qui est voilà, disponible sur une étagère pour pouvoir le plugger sur tout type de plateforme. Ok, super. Encore une fois, je pense que ça répond parfaitement à la question de Kevin. Merci pour ta question, Kevin. Je pense d'ailleurs un dernier exemple, pardon, mais parce qu'on a des nouvelles solutions modernes qui amènent de la traction aussi, qui peuvent être parfois apparentées à des frameworks. Je pense à Silus. On est aujourd'hui également compatible avec ce type de solution, en fait. Ok, Pour très bien. information. Ok, ça marche. Bon, Il y je avait un pense que doute. c'est une petite précision que certains apprécieront. Merci Christian. Je pense on va pouvoir conclure là-dessus. Je répète encore une fois, merci aux participants dans le chat pour les questions que vous avez posées. Bien évidemment, merci d'avoir participé à ce à ce webinaire sur le Headless e-commerce. Je commence à tout mélanger. Et finalement, on a une dernière question. Je suis pas sûr qu'on ait le temps d'y répondre. Est-ce qu'on peut se trouver 30 secondes pour y répondre avant de clôturer? Parce que je pense que la question va être assez pertinente. C'est Benjamin qui nous demande si le métier accepte facilement de manipuler plusieurs outils pour leur contribution. Magento, WordPress, module de recherche, etc. En quelques mots? Moi, je vais pouvoir prendre la main. En fait, tu vas pouvoir avoir déjà des intégrations qui sont faites, par exemple, dans Magento, qui vont permettre de paramétrer ton Algolia, si on parle de module de recherche dans Magento. Je doute que ça existe pour WordPress, mais peut-être. Donc, il y a quand même la volonté aussi de ces solutions-là d'intégrer directement dans leur interface la possibilité de paramétrer les outils. Et après, je dirais que si les résultats sont là derrière, je pense que le métier acceptera. Et on est quand même sur des solutions qui ont une UX en général qui est assez top, qui sont agréables à utiliser. Donc, j'aurais tendance à dire oui, mais ça s'appuie plus sur ma conviction personnelle que sur des faits réels et des stats. Ouais, et puis souvent en fait, c'est pas toujours le cas, mais souvent, c'est pas les mêmes équipes. Du coup, je dirais même que c'est plutôt facilitateur
Parce Ouais. que tu vas te retrouver avec les gens qui s'occupent des produits, qui vont gérer que du produit, les gens qui s'occupent du marketing, qui vont utiliser leur CMS, chacun son terrain de jeu. On ne se marche pas sur les pieds et tout le monde est bien comme ça. Alors après, ça ne s'applique pas forcément à toutes les organisations, mais vaut mieux avoir un outil dédié à une tâche précise et qui est bien fait pour ça, qu'avoir un truc qui essaie de faire tout à moitié, quoi. Ouais, je pense que c'est une bonne façon de résumer et en fait, d'une certaine manière, c'est véritablement ce qui résume le best of breed, c'est justement pouvoir offrir aux métiers ou aux développeurs le best of breed dans le domaine de prédilection qui est choisi. Donc, que ce soit le commerce, la gestion du produit, la gestion du contenu avec un CMS, etc. Merci Benjamin pour cette dernière question. On va pas pouvoir en prendre d'autres parce qu'on arrive à la fin d'une heure. On a déjà bien débordé. On voudrait pas vous retenir plus longtemps. Merci Christian, merci Josquin. C'est un plaisir de vous avoir reçu aujourd'hui pour Merci à répondre vous. à nos questions et nous expliquer un peu comment fonctionne le headless e-commerce. Merci bien évidemment Florent aussi d'avoir été là pour apporter l'expertise de TwicPix dans cette démarche front-end et bien évidemment sur la brique image. Comme on l'a dit dans le chat, vous serez recontacté par mail afin d'obtenir à la fois les slides et le récap vidéo de la présentation du webinaire dans son intégralité. Et puis, bien évidemment, restez connectés avec Front Commerce et avec TwicPix, que ce soit sur LinkedIn ou sur Twitter, pour être au courant de nos futurs webinaires ou tout simplement pour essayer nos solutions. Je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. Merci à tous Yes, et excellente merci journée. beaucoup. Merci à tous. À Ciao. bientôt. Merci. Salut.